Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à Metro News. Au sommaire de ce mardi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé au déploiement en urgence de la force internationale en Haïti. Il en a profité pour dresser un tableau catastrophique de la situation à l'occasion de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Les gangs continuent d'imposer la terreur au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les écoles, les pharmacies, les bibliothèques ainsi que les hôpitaux ne sont pas épargnés. Désormais, ils ont pris le contrôle du plus grand centre hospitalier du pays. Et puis plus de 50 000 personnes ont déjà fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en 3 semaines pour se mettre à l'abri des attaques de gangs, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, la capitale s'est réveillée sous une atmosphère tendue suite à l'appel de Guy Philippe à ses partisans pour manifester en son nom en tant que président. L'ancien chef rebelle rejette catégoriquement toutes les propositions de gouvernance pour la période de transition, à l'exception de la sienne. Alors qu'on s'attendait à des mouvements de rue intenses, les manifestants ont affiché un enthousiasme modéré avec seulement un petit rassemblement observé à Delma, en particulier au carrefour de Delma 32-33. Pendant ce temps, des tirs d'armes automatiques ont été rapportés au Champ de Mars, contraignant les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule. Il est à noter que le Palais national a été la cible d'une attaque pour la 3e fois par des bandits le 1er avril. Jusqu'à 3 heures de l'après-midi, au Canapé Vert, il n'y avait aucun signe de rassemblement. D'ailleurs, il faut souligner que presque toute la zone de Canapé Vert est bouclée. Et maintenant, au niveau de Delma 32, ce qui surtout a attiré l'attention au cours de la journée, ce sont quelques pneus enflammés posés sur la chaussée par des manifestants qui étaient sur place. Pas plus que 7 ou 8 selon les constats. Ils voulaient de toute évidence faire passer leurs revendications avec une banderole qui mentionne Guy Philippe, 59e président d'Haïti. Il y avait également une bande à pied qui était présente en vue de mettre l'animation, mais jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il n'y avait pas de mouvement remarqué au niveau de Delma 32. Donc finalement, il faut dire que ces mouvements de rue qui étaient lancés par différentes structures sociopolitiques en vue de réclamer Guy Philippe comme nouveau président d'Haïti, notamment président de la transition, eh bien ces mouvements de rue n'ont pas fait recette. Les attaques armées à Port-au-Prince poussent de plus en plus de gens à quitter la ville pour les provinces. Malgré les risques, une collecte de données de l'OIM a révélé que plus de 50 000 personnes ont fui la capitale depuis le 8 mars, principalement vers le Grand Sud. Cette région, déjà sous pression, accueille déjà plus de 116 000 déplacés. Les provinces manquent d'infrastructures et de ressources pour faire face à cet afflux, soulignant l'urgence d'une réponse humanitaire efficace. Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a une nouvelle fois lancé un cri d'alarme ce mardi concernant la situation en Haïti lors d'une réunion de l'ONU à Genève. Dressant un tableau catastrophique de la situation, il a appelé au déploiement en urgence de la force internationale. Il a également demandé aux acteurs politiques haïtiens de mettre leurs querelles de côté afin de trouver un accord de manière à mettre fin au désastre sans précédent vécu quotidiennement par la population haïtienne. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'exprimait à l'occasion de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Suivez un extrait de son intervention. Haïti est en proie à un chaos total qui a commencé par des troubles civils au début de l'année. Depuis la fin du mois de février, les bandes criminelles ont lancé des attaques incessantes et coordonnées contre des postes de police, des prisons, des infrastructures essentielles et d'autres installations publiques et privées dans le but affirmé de renverser les autorités en place. L'état d'urgence est actuellement en vigueur. Alors que les institutions s'effondrent, le gouvernement de transition n'est pas encore en place. Le peuple haïtien attend avec impatience l'issue des pourparlers visant à mettre en place ces dispositions transitoires qui ouvriraient éventuellement
la voie à des élections. Le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité, mandatée par le Conseil de sécurité, est également urgent. La population haïtienne ne peut plus attendre. L'escalade de la violence a eu des conséquences dévastatrices sur la population. Tous les droits humains sont affectés. Rien qu'entre le 1er janvier et le 20 mars de cette année, 1434 personnes sont décédées, 797 autres ont été blessées dans les violences liées aux gangs à travers le pays. L'augmentation du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, plus de 360 000 aujourd'hui, selon l'OIM, s'accompagne d'un risque accru de violences sexuelles car les individus se retrouvent loin de leur zone de résidence et de leur communauté. On estime que 5,5 millions d'Haïtiens, dont 3 millions d'enfants, dépendent désormais de la protection et de l'assistance humanitaire. Selon la dernière classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, 44% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Le système de santé est au bord de l'effondrement. Et il est inquiétant de constater que l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire devient quasiment impossible. Et dans le rapport présenté aujourd'hui par mon bureau, nous avons formulé des recommandations sur les mesures à prendre d'urgence. Tout d'abord, la priorité immédiate doit être de rétablir un certain degré d'ordre public afin d'éviter que la violence ne nuise davantage à la population et d'assurer l'accès à l'aide humanitaire vitale. Cela nécessite une coopération étroite avec la mission multinationale de soutien à la sécurité dont le déploiement, j'espère, sera imminent. Toutes les mesures prises pour rétablir la sécurité doivent être pleinement conformes aux normes en matière de droits humains. Des corridors humanitaires doivent être mis en place dès que possible. J'appelle toutes les parties prenantes nationales à placer fermement l'intérêt national au centre de leurs discussions actuelles afin qu'un accord puisse être conclu sans plus tarder sur les dispositions relatives au gouvernement de transition. Les autorités de transition doivent s'efforcer de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et équitables. Elles doivent également entamer le processus de renforcement des institutions policières et judiciaires afin de rétablir l'état de droit et partant de mettre fin à l'impunité. La protection des enfants doit être une priorité absolue, y compris les enfants recrutés par les bandes armées. Cela nécessitera des programmes de réintégration spécifiques, y compris un soutien psychosocial prolongé, ainsi qu'un accès garanti à une éducation et à des soins de santé de qualité. Pour sa part, la communauté internationale doit prendre des mesures plus strictes pour empêcher la fourniture, la vente, le détournement ou le transfert illicite vers Haïti d'armes légères, d'armes de petit calibre et de munitions. La liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, mise à jour régulièrement, joue un rôle essentiel dans la recherche de la responsabilité. Chers collègues, ce peut être et ce doit être un tournant pour Haïti, un pays à l'histoire si remarquable, issu de la lutte contre l'esclavage, le colonialisme et de l'oppression. Il est temps de mettre fin à l'impasse politique, de reconstruire d'urgence la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays et de donner aux Haïtiennes et Haïtiens l'espoir dont ils ont si désespérément besoin. Toujours pour parler de la situation dans le pays, nous recevons sur le plateau de Metro News l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci un pile parce que vous êtes au plateau avec nous. Bonsoir. Comment est? Bon, nous là, n'a pas OK. Alors, on a rappelé pour téléspectateurs que vous êtes consultant de métropole sur divers sujets, notamment politiques, également ancien diplomate américain et expert en relations internationales. Faut nous dit Pierre-Antoine Louis depuis quelques temps déjà, malgré le processus mis en place conseil présidentiel là, gagné en pile nouveau voix, notamment des acteurs politiques, de monde dans la société civile là, qui je dis
parler plutôt de choix un juge dans la Cour de cassation pour assurer la transition politique. Là. Qui j'en comprenne une telle proposition, Pierre-Antoine? Bon, premièrement, je dis 2. Donc, dans 9 jours, il y a un mois depuis une réunion faite, facilitée par la CARICOM, côté des acteurs politiques, mettez d'accord sur le principe de mettre en place un collège ou encore conseil présidentiel. C'est-à-dire une institution de 7 membres votants et puis de 2 autres observateurs, disons 9, qui a gagné les attributions présidentielles. Donc, ce n'est pas chaque membre individuellement, mais le conseil dans son ensemble. Donc, ça traîne. Il y a des gens qui étaient nommés, qui désistaient, et ainsi de suite. Il y a des difficultés pour au moins un groupe était nommé représentant. Là, à un certain point, il y a 3 personnes qui sont nommés. Il y a l'autre groupe qui était dit pas la donne, en l'occurrence Petite Dessalines, qui vient rentrer, qui cause l'autre problème parce que il y a un monsieur qui était dans un groupe société civile, et Rassemblement pour une entente nationale Rennes, qui retire tête il vient pas de possibilité pour intégrer le conseil là parce que Petite Dessalines d'accord pour l'intégrer comme membre votant. Donc toute lassitude ça toute attente ça fait que il y a des gens qui pensaient que bon effectivement un conseil qui gagne 7 personnes là-dedans, 9 personnes là-dedans au total, pas qu'à marcher. Et moun ça des citoyens de bonne foi ils pensaient que l'étape plus simple si nous avons gagné le recours à la Cour de cassation. Alors, le problème pour les gens qui pensent ça, c'est que en 2011, la Constitution a été amendée. L'article 149 retirait la Cour de cassation dans la succession présidentielle. De ce fait, tout recours que mon a fait a dit que au moins 2 dernières fois que tu as eu recours à la Cour de cassation, ça a bien marché, ainsi de suite. Sauf que la Constitution explicitement te mettait un juge de la Cour de cassation en position pour assurer la succession présidentielle. Ce n'est plus le cas. Maintenant, difficulté qu'il y a avec ça, parce que nous ne sommes pas réellement dans la Constitution, nous sommes dans une situation d'extra-constitutionnalité. Donc, nous avons une situation d'entente politique ou bien de rapport de force ouvrière politique. Ça veut dire, si vous avez plus de capacité politique pour faire un bagage passer, concernant la gouvernance politique, probablement la passer. Maintenant, le problème, c'est que l'opération d'un juge pour violer la loi, son problème. Parce que le juge là prête un serment pour le respecter et faire respecter la Constitution et pour le dire le mot du doigt. Qui j'en connais au bras d'un juge pour le faire fi de ce serment et puis pour l'intégrer la présidence sur une base constitutionnelle qui n'existe pas. Donc, moi, avocat fait ça, mais nous pas comment un juge fait ça. Donc, nous disons aujourd'hui, nous d'accord que option Cour de cassation, c'est une option illégitime et illégale selon ce illégitime et illégale parce que même là dans une situation politique, ça ne veut pas dire que la Constitution n'est plus d'application. Tout simplement, il y a une impossibilité juridique pour que la gouvernance politique soit assurée selon les normes constitutionnelles. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez violer la Constitution pour mettre un juge qui jurait pour le respecter le droit et qui lui-même va demander pour la Constitution, qui c'est l'ultime, la charte fondamentale nationale, pour le violer. Ou pas comment on juge de la Cour de cassation pour le faire ça. Parce que, ipso facto, ou élever le rang de président, alors que la Constitution ne peut pas permettre ça, et puis là, le juré, c'est un bagage qui entièrement, en fait, ça t'a réellement mis Haïti dans l'autre classe. Et dans la classe, nous, elle a déjà pas reluisante, mais qu'on y a pour nous entrer dans ça. Donc, moi, je crois que politiquement et constitutionnellement, même quand on a extra-constitutionnalité, ça n'est pas possible. Par contre, ce n'est pas que le Conseil présidentiel rentre dans le cadre de la Constitution, pas du tout. Cependant, il y a un précédent pour lui tout. Le précédent, c'est le Conseil national de gouvernement, Jean-Claude Duvalier démissionné le 7 février 1986. C'était un Conseil national de gouvernement. Maintenant, quelques jours plus tard, il y a 2 membres qui viennent démissionner, un 3e, il vient remanier, reconstituer, partant de 6, il vient rester avec 4.
ainsi de suite. Mais tout de même, il était fait 2 ans. Donc, à mon sens, en tant qu'avocat, inscrit au barreau quelque part, moi, je pense que, quelle que soit la turpitude politique comme on a fait là, pendant que la Constitution n'est pas applicable au niveau de la gouvernance, on ne peut pas mettre la Cour de cassation là-dedans, parce qu'on va demander des juges là pour violer la loi, et tandis que c'est la Constitution avec boussole, ça n'a pas de fait. Alors, il y a notamment des acteurs politiques qui avançaient pour montrer qu'il y a un pile inconvénient dans la question conseil présidentiel. Là. Donc, si nous font balance, Pierre-Antoine, lui, entre le conseil présidentiel et la Cour de cassation, si nous regarder ensemble, avantage avec inconvénient de formule ça au gain. OK, donc moi-même, nous sommes strict constitutionnalistes, mais qui ça me dit? Me dit que, ouais, on doit, quand le fond, enfin, bon, quand la procédure est viciée, on ne rentre même pas dans le fond. OK? Il faut d'abord que la procédure soit juste. Maintenant, pour moi, dès lors que la Constitution a écarté un juge de la Cour de cassation de la succession présidentielle, pas de débat encore. Débat fini. Parce que, ou pas qu'à un juge qui jurait pour le respecter. Vous comprenez? Parce que ce juge-là, contrairement à un politicien, ou bien un membre du conseil présidentiel, le juge-là, c'est lui-même, si on recours en cassation, qui peut venir pour le dire, mais sa Constitution a dit. Et puis lui-même l'a violé la Constitution. Ou bien institution que la donne, qui est le gardien, si vous voulez, ou la gardienne de la Cour de cassation, de la Constitution, qu'il y a, ou un monde qui sortit dans l'institution ça, qui a violé la Constitution. Donc, pour moi, c'est ça. Maintenant, je ne pense pas qu'a priori, le conseil n'a pas de marcher. Effectivement, le conseil là peut être apte à répondre à l'urgence de l'heure, peut-être qui ça, parce qu'il y a plusieurs tendances là-dedans, il y a au moins 9 tendances là-dedans. D'ailleurs, il y a plus, parce que on partit que les collectifs qui ont un représentant, dans le collectif ça, il y a 8 partis. Justement. Bon, il y a une qui joue une façon, petite Dessalines, est rentrée là-dedans, donc il y a au moins 7. Et 21 décembre, fou. Qui sont encore également. Qui ont pas l'autre là-dedans. Il y a une qui est aidé, compromis. Red, exactement. Donc, autant dire que, puis on a cherché l'unanimité qui n'est pas jamais possible. Qui presque pas jamais possible en politique et certainement pas dans ce contexte. Donc, ou pas besoin ni. On a fait 200 et quelques, si 120, si 130, si 160 partis politiques qui accrédités, n'est-ce pas, auprès du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Est-ce qu'on peut laisser plaire à tout le monde ça? Pas du tout. Mais cependant, le principe que il y a 9 personnes dans le conseil là et que chacun veille à leurs intérêts qui constituent un contre-pouvoir, okay? Le principe de Montesquieu, que le pouvoir est le pouvoir, et qu'au sein d'un pouvoir, il peut y avoir un contre-pouvoir. Et parmi les 3 pouvoirs de l'État, chaque pouvoir a un rôle, encore une fois, pour contrecarrer l'autre. Là, le pouvoir arrêtant le pouvoir. Donc, le conseil présidentiel, là, autant que l'anticonstitutionnel, de toute façon, la Constitution n'est pas applicable. Il faut que je nous formule quelconque. C'est en ce sens que moi-même, moi, pensais que malgré la lourdeur du Conseil, pour le moment, à moins qu'on monte en égal au point pouvoir, okay, bon, qui n'est pas inclusif, qui pas qui plus entaché de légitimité parce que peut-être ou gain zam par exemple on croit que un conseil qui est aussi exclusif que possible peut faire la différence. Cependant, il faut des balises. Maintenant, sous gain temps m'abdou balises, mais il faut des balises. OK. Bon, avant que nous parlions de balisio, mais selon eux-mêmes, contrairement avec ça, un pile monde qui a pensé le fait que il y a toute tendance en fait, au sein du conseil là, tendance, le fait qu'il y ait plusieurs tendances, li capable plus bon pour payer que pas bon. Oui, parce que c'est pas, il pas a priori obligé pas marcher. Parce que dès lors que on feuille de route qui gagne des actions là-dedans, ok, bon, rapidement, et quels sont les grands chantiers de la transition?
D'abord la sécurité. De la sécurité. D'abord la sécurité, n'est-ce pas? Puis ensuite les élections. Donc oui, premier bagage pour faire, c'est pour faire un plan national de sécurité, c'est pour mettre en œuvre le Conseil national de sécurité et de défense dont un décret déjà existé que Jovenel te prend juste gagner pour appliquer. C'est pour amorcer un relance économique. C'est pour amorcer une réforme institutionnelle, par exemple, de garder l'opportunité, par exemple, de réformer ou bien encore de changer de constitution. Et puis, gain tout pour jouer une formule pour permettre aux victimes toute violence ça puis réintégrer la société. Tout le monde qui est déplacé, 300 et quelques milliers de monde qui étaient déplacés. Et puis, et aussi, M. Genzamio, vous parlez tout le monde ça. Justement. Une formule pour réintégrer le monde dans la société. Oui, parlant des gangs armés, justement, nous connaissons aujourd'hui, yo clair, sous position, yo voulait faire partie de solution, yo voulait chita sous table négociation tout. Et nous connaissons aujourd'hui qui ça représenté dans le pays. On formule comme ça, il y a des gens qui pensent que faut nous inclure et les bandes armées aussi dans la solution qui sont pensées, notamment de notre côté également. L'autre élément qui pas le moindre, c'est l'ancien sénateur Guy Philippe qui lui-même tout voulait faire partie de résolution à crise là. Qui sont pensé de tout ça, Pierre? Ok. Difficulté c'est que Haïti pas pour compte dans le monde, n'est-ce pas? Haïti existait dans un contexte géopolitique. Justement parce que Haïtiens manquent confiance entre eux, gain des éléments de la communauté internationale qui essaient de faciliter un accord politique parmi les Haïtiens. Gain tout Haïti qui en 2022 demandait la communauté internationale pour venir prêter main forte à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti pour restaurer la sécurité. Donc, ça fait que la communauté internationale doit regarder sur nous. Et puis d'ailleurs, messieurs ça qui ont tellement fait exactions, ils ont tellement fait des actes criminels à bouler l'hôpital, l'aéroport à faire, mais je dis à fond moi. L'aéroport international de Port-au-Prince, le port maritime, ouais, mais il y a un dépôt médicaments qui boulé, l'école qui a boulé, excusez-moi, mais bon, les femmes qui ont violé en série. C'est extrêmement difficile. Donc, dans une situation comme ça, de violation massive des droits humains, la communauté internationale l'a gardé parce qu'elle a une responsabilité de protéger. Donc, il y a là, les gens qui font exaction, ça, conjoint dans le système international qui traite les gens. C'est à travers un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR. Côté qui va permettre de garder dans quelles conditions on entreprend les hommes, on va admettre qui crime était fait, et puis qu'on a une procédure de justice transitionnelle pour qu'on ait moun ça. Est-ce que gain là dans crime commet tellement odieux qu'on va poursuivre pour pas jamais impunité encore pour impunité finie dans le pays ou bien est-ce que gain moun qui pour des raisons sociales, raisons d'exclusion qui te prend les hommes, qui pas nécessairement commettre des crimes de sang. Ça peut avancer en pile également. Exactement. Donc il y a moun ça une façon pour traiter. Mais, de toute façon, l'étape extrêmement difficile pour un politicien, je dis, premièrement parce que une vigilance civile, phénomène après les bois calés, côté moun y a couru des bandits, parce que yo subi trop exactions. Donc, l'étape très difficile pour un politicien pour mettre tel ça, pour faire moun respecter. D'abord, ça me pense, messieurs, t'as fait, si vous déposez les hommes. Déposer les hommes, aller dans Basio. Et puis nous-mêmes, responsables de la société, nous avons une conversation pour nous faire qui j'aime pas traiter tout le monde ça parce que nous ne pouvons pas tuer toute génération ça. C'est pas que nous justifions violence, non, pas du tout. Nous avons un processus pour gérer ça. Mais puis on pense que parce qu'on prend les armes, que nécessairement il y a mettre autour d'une table parce que il y a une façon dans la société pour exprimer des avoirs, pour exprimer des accords en passant, il y a une revendication tout, il y a une exclusion dans le pays, il y a un problème dans le pays. Qui a un peu de raison qui fait que prend les armes. Il y a des politiciens qui mettent des armes dans les mains. Ils ne pas qu'on fait des armes, ils ne pas qu'on fait des munitions, puis il faut pas même qu'on voyager. Mais ça n'a pas excusé qu'on a violé les gens, qu'on a boulé l'école, qu'on a boulé le business, que on fait l'économie pays à camper net. Et même la Bibliothèque nationale a boulé. Ce sont des crimes contre la nation. Donc là, c'est extrêmement difficile pour mettre les gens comme ça avant que déposer les armes au bord de la table. Alors, pendant qu'on a parlé de violence gangio et où saute
soulevé tout à l'heure, et à travers la résolution 2699, mission multinationale qui est venue pour aider à rétablir la sécurité en discussion et des avancées qui fait, mais dans le niveau que nous y là, dans le niveau violence là, notamment côté que nous sentons que si ça arrêtait comme ça, nous allons aller au bord de l'explosion, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas de formule, par exemple, pour les Nations Unies? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour utiliser la même résolution, ça, ou bien prendre l'autre résolution pour permettre un déploiement de troupes qui eux-mêmes tapent sous responsabilité, vu que mission, il prend temps pour le venir? OK. Excellente question. Bon, maintenant, oui, bon, le Conseil de sécurité a déjà annoncé qu'au cours de la semaine, il y a en considération de 90 jours, parce que chaque 90 jours, il y a un rapport au Bureau intégré des Nations Unies élaboré sur ce qui s'est passé dans les derniers 90 jours dans la mission, enfin, dernier trimestre là. Donc, il y a un rapport que le Conseil de sécurité va le considérer. Et je m'attire attention sur le fait que le dernier paragraphe de résolution a toujours dit que le Conseil de sécurité demeure saisi de la situation. Donc, le Conseil là sur la situation pratiquement en permanence. Donc, il y a un recours de sens violence encore à parler. Maintenant, avec la résolution qu'il y a il y a Kenya qui est en liste pour le venir. Il y a Bénin qui peut mettre 2000 soldats. Donc, tant que Kenya engagé, Kenya n'a pas désengagé, nous prenons en ça. Parce que pas de monde qui a demandé pour retirer l'école. Nous-mêmes, tout, il y a un petit problème avec nous. Longtemps, nous sommes sur le plateau, ça, vraiment avant. OK, nous avons discuté. Si le patapi bon pour Haïtien joindre un accord déjà. Bon, même le Premier ministre démissionné, ça prend un mois dans 9 jours, le 11 mars, il dit qu'il a démissionné. Il n'est pas vraiment démissionné. Il y a des discussions, des difficultés pour mettre en place le conseil. Il y en a parlé là, qui va sélectionner, nommer un Premier ministre, qui va former un gouvernement, ainsi de suite. Donc, OK. Pour ta une force de maintien de la paix, il faut que la résolution ait changé. 26-99 là, de une mission multinationale à une mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Donc, c'est l'ONU qui a fait. Il est possible, même pas quoi ça a fait. Pour qui ça? Il n'est pas qu'à faire. Pour qui ça pour faire ça a fait? C'est terrible. Plus de monde mourir. Donc, pour la communauté internationale, là, il y a beaucoup de grave là. Il grave. Non, mais qui est grave? Il grave, mais il faut le taper grave. C'est-à-dire, ça passe en 2004. Donc, les Américains, qui pas trop aimé Aristide de toute façon. Le président Aristide, Guy Philippe a foncé sur nous. Il a convaincu le président Aristide, sous Port-au-Prince, il a convaincu le président Aristide pour aller à l'école. Que le président Aristide fait, même quand, il faut toujours dire, lui-même lui dit, c'est ton kidnapping qui fait quitter le pays. Il y a le Médène juste en République centrafricaine, au beau milieu de l'Afrique. Donc, pour empêcher Guy Philippe de prendre pouvoir, d'ailleurs, son diplomate américain qui dit, monsieur va l'entrer dans le palais national, il dit monsieur négatif, il ne faut pas entrer. Les ça, Américains étaient là, avec tout bio. Donc, les États-Unis d'Amérique, je dis là, qui c'est pays qui a pu intervenir là rapidement. C'est le Canada qui a fait, la France qui a fait le tout, la France qui a tout Guadeloupe, Martinique, mais il n'y a pas grand appétit pour faire ça, il n'y a pas fait. Les États-Unis en pleine campagne présidentielle, il n'y a pas fait. Donc, pas grand appétit au niveau de la communauté internationale pour faire ça. Et puis, il y a toute l'autre bagaille qui passait avec la MINUSTAH, le choléra, tout ça, le passé des États-Unis, 1915-1934, occupation d'Haïti, toute bagaille ça. Et aussi des Haïtiens qui ont dit qu'ils ne veulent pas occuper le pays. Donc, pour situation ça, nous avons passé outre. Ou cas d'avoir près de là, malheureusement, moi je dis bon, je ne suis pas un prophète de malheur, c'est bon bagaille. Moi mais ouais, moi un jeune monde qui mourit tout près là dans 75 ans hier matin, c'est pas un bagaille qui est agréable du tout. Mais faut que situation est encore plus grave que l'aéroport fermé pour moi, que pour maritime qui fermé. Hein. Plus mon a mourir, plus mon a mourir. Manger, pas manger même, tout ça. Donc pour la communauté internationale là, bah, si on ne pas quoi, on regarde ce qui passé au Rwanda en 1994. En 1994, on a tué les gens dans la rue, raché les gens à manchette, on a mouru ou rivière, comme on sorti dans la rivière, mes grosseurs. Et un génocide en plein génocide que vous venez reconnaître par la suite. La communauté internationale là, qui était gagné troupe sur le terrain, refusé d'intervenir. Ou refuser d'intervenir. So, on va comprendre ce qui passe en Haïti là, pour eux, pas aussi grave, pour en courir, mais non force là, pour rétablir l'ordre, pour réouvrir l'aéroport, ainsi de suite.
Donc nous sommes bien livrés à nous-mêmes et c'est à nous Haïtiens de prendre nos responsabilités. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis d'avoir été avec nous. C'est toujours avec plaisir, même si la situation réellement fait mon triste. Voilà, c'est avec nous l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Il était notre invité pour commenter l'actualité de ce mardi 2 avril 2024. Autre point de l'actualité, une cinquantaine d'organisations de la société civile ont signé dimanche dernier un document baptisé Convention nationale de Pâques 2024. Dans ce document, ces différentes structures se sont positionnées en faveur d'un juge de la Cour de cassation pour assurer la présidence provisoire du pays. Une initiative de l'Association militaire d'Haïti visant à sortir le pays de la crise, ont fait savoir le major Dionor Alexandre et l'ex-léopard Ashley Larac, qui était invité ce mardi à la rubrique Le Point de Métropole. Pourquoi jamais un accord politique qui justifiait que 9 personnes traversaient et sélectionné par CARICOM. Sur base de quel accord? Côté l'écrit, côté le dit, CARICOM constitue un panel, lui présente aux 9 présidentiables sans aucun accord politique. Et tout issu de bagages différents. Ça nous-mêmes nous présenter à la convention, l'association militaire, comme facilitateur, se dit, bon, comme il y a des problèmes dans le secteur politique, on réunit sur un critère. Qui est-ce qui est d'accord avec CARICOM, qui est-ce qui est d'accord avec Cour de cassation. Nous prenons tout le monde qui est d'accord avec Cour de cassation et nous dit, on mettez d'accord sur ça au moins. Et puis, nous prenons l'accompagner pour travailler la fête pour déposer Cour de cassation. Là, c'est lui-même qui est plus près de la Constitution. Fait un accord politique entre toutes parties. Ou après, toute organisation qui est là, signé, c'est un accord politique qui a été fait. Il faut en prendre acte. C'est ce acte-là que nous signifions par ce rapport. Nous-mêmes, nous avons un accord politique de mi-temps, plus que 100 organisations et partis politiques là. Ce que M. CARICOM n'a pas gagné. Nous disons que nous n'avons pas besoin de cet accord de 9 membres. D'abord, comment un général de l'armée, un directeur général de la police pour le camper pour saluer 9 membres, 9 présidents l'un derrière l'autre. Donc, non, mais il y a simplifier le pour. Il salue le président du conseil là. Bon. Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait grande chance que ça aboutit. De toute manière, nous devons lui livrer combat parce que l'insulte est trop important pour que nous quittions ça passer là. Il faut que le peuple la ressaisisse. Nous-mêmes, ça nous représente un levier de facilitation et d'exécution de ça qui dit là, je dis. Donc, c'est le monde qui signe ça, organisation qui signe, personnalité qui signe convention. Ça, ils ont décidé à nous-mêmes, nous là, avec le backup des FADH, pour nous assurer nous que ils sont d'accord et qu'ils ont exécuté ça, je dis. Donc, la structure de mettre le président de la Cour de cassation, je dis, et le juge de cassation qui a été régulièrement nommé avant la mort du président de la République, ce n'est pas nous qui décidons, c'est sur les partis qui décident ça. Et en ce qui nous concerne, depuis qu'on prend une décision, nous avons juste nous-mêmes tout les supports et ça nous gagne, nous exiger que ça soit appliqué et nous prendre les dispositions pour ça. Donc, une chose que nous faisons rapidement, c'est que nous faisons un secrétariat ad hoc et nous avons 5 groupes de travail qui travaillent pour adresser tout problème qui est là aujourd'hui, qui est lié à, qui a facilité la mise en œuvre là, ou bien qui a aidé nous à faire ça le plus rapidement possible. Donc, le Conseil des ministres que nous allons signifier et convention, parce que ce Conseil des ministres, même si de facto, il y a tout au poche au café, mais aujourd'hui là, c'est lui-même qui représente, ça nous a dit, structure qui peut faire travailler ça. C'est lui-même qui est obligé de faire. Donc, nous obligés de signifier lui et le choix du juge de la Cour de cassation, lui participer de processus qui peut faire nous retourner à l'ordre constitutionnel. Et c'est une. Il y a des gens qui ont la balle et dit en fait, ce n'est pas idéal, on est d'accord, mais il y a 3 pouvoirs de l'État. Il y a un qui n'est pas là, il y a un qui est défaillant. Donc, le seul pouvoir qui reste maintenant, c'est le pouvoir judiciaire. Et c'est lui-même qui doit, de concert avec le Conseil des ministres de facto, pour mettre ensemble, pour mettre juge de cassation, pour au moins nous retourner dans la légalité. Nous refermons cette édition, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé au déploiement en urgence de la force internationale en Haïti.
Il en a profité pour dresser un tableau catastrophique de la situation à l'occasion de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Les gangs continuent d'imposer la terreur au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les écoles, les pharmacies, les bibliothèques ainsi que les hôpitaux ne sont pas épargnés. Désormais, ils ont pris le contrôle du plus grand centre hospitalier du pays. Et puis plus de 50 000 personnes ont déjà fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en 3 semaines pour se mettre à l'abri des attaques de gangs, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations OIM. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.